Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des formes de vie qui, franchement, semblent repousser les frontières même de ce qu'on croyait possible. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. C'est comme si on regardait certaines créatures et on se disait « ça ne devrait pas exister ». C'est tellement extrême que ça défie carrément les lois de la biologie. Un peu comme si l'évolution, d'un coup, avait décidé d'enfreindre ses propres règles du jeu. Et voilà la grande question qui va nous guider. Qu'est-ce qu'il faut au juste pour non seulement survivre, mais carrément dominer dans les environnements les plus hostiles que notre planète ait pu créer? Comment la vie fait-elle pour s'adapter à ce point? Alors pour commencer, on va s'intéresser à un exemple que tout le monde connaît, mais peut-être pas sous cet angle. Une véritable anomalie évolutive, arrivée juste à la fin d'une ère, le fameux Tyrannosaurus rex. Bon, première idée reçue à corriger, merci le cinéma. Le T-Rex n'est pas du tout une créature du Jurassique. En fait, il est arrivé très tard dans la partie. Il n'a régné que pendant les 2 ou 3 tout derniers millions d'années de l'ère des dinosaures, à la toute fin du Crétacé. C'était le prédateur ultime, oui, mais un prédateur forgé dans un monde qui était déjà sur le point de disparaître. Mais bien sûr, le T-Rex n'est pas un cas isolé. Loin de là. Tout au long de l'histoire de la Terre, des environnements complètement fous ont sculpté des formes de vie tout aussi incroyables. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez ces deux mondes. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Et pourtant, chacun a produit un super prédateur. D'un côté, on a le monde du T-Rex, l'Aramidia. Imaginez une plaine inondable subtropicale, humide, dense, bondée de proies et de concurrents. C'est le chaos. Et de l'autre, le monde du cachalot, la zone de minuit, le vide absolu. 3000 mètres de profondeur, une eau glaciale, une pression qui vous pulvériserait et une obscurité totale, éternelle. Mais il n'y a pas que la compétition ou la pression, la température est une autre force créatrice extrême. Et pour comprendre la créature suivante, il faut absolument comprendre ce concept, un ectotherme. En gros, c'est un animal dit à sang froid. Il ne peut pas produire sa propre chaleur, il dépend entièrement de son environnement. Et ça a une conséquence énorme. Sa taille maximale est directement liée à la chaleur du monde qui l'entoure. Et regardez ce chiffre. 32 degrés Celsius. C'était la température moyenne toute l'année. Après l'extinction des dinosaures, la Terre s'est transformée en une véritable étuve. Et pour un serpent ectotherme, cette chaleur constante, c'était le jackpot. Toutes les limites biologiques sur la taille ont sauté. Dans un monde pareil, une créature comme le titanoboa, un serpent géant, ce n'était plus juste une possibilité, c'était presque une fatalité. Bon, on a vu les défis, les environnements extrêmes, maintenant passons aux solutions. Comment la biologie a-t-elle répondu pour créer des machines à survivre aussi parfaites? Regardez-moi ces chiffres, c'est juste hallucinant. On parle pas juste de mordre pour tuer. La mâchoire du T-Rex, ce n'était pas un couteau, c'était un marteau-piqueur. Ses dents n'étaient pas des lames pour trancher, c'était des pieux pour perforer et pulvériser. C'était une arme conçue pour une seule chose, broyer les os. Rien de tel n'a jamais existé, ni avant, ni après. Et du côté du cachalot, on a une autre merveille. Sa tête énorme, on a longtemps cru que c'était un bélier pour le combat. Mais en fait, pas du tout. C'est l'une des pièces de technologie acoustique les plus complexes et sophistiquées que la nature ait jamais produites. Un véritable canon sonar biologique. Alors, comment ça marche? C'est à la fois simple et génial. Le son est créé dans ses voies nasales. Ensuite, il traverse cet énorme organe rempli d'une sorte d'huile cireuse, le spermacétie. Et cet organe agit comme une lentille géante qui focalise le son et le projette en un faisceau ultradirectionnel. En gros, il se crée une image en 3D de son environnement dans le noir complet. C'est de l'écholocation, mais à une échelle cosmique. Et la puissance de ce truc, 230 décibels, c'est plus puissant qu'un réacteur d'avion au décollage juste à côté de l'oreille. Pour donner une idée, des plongeurs qui se sont approchés ont dit avoir senti le son les traverser, une vibration physique dans leur cage thoracique. C'est une énergie acoustique pure. Il s'en sert pour voir dans le noir, mais peut-être aussi pour paralyser ses proies à distance. Et évidemment, la liste de ces adaptations de folie ne s'arrête pas là. Pour le cachalot, il y a aussi des poumons qui peuvent se compresser totalement et des côtes flexibles pour ne pas imploser sous la pression. Son sang et ses muscles sont bourrés de protéines spéciales pour stocker un maximum d'oxygène. Pour le T-Rex, on parle d'yeux orientés vers l'avant, comme les nôtres, pour une vision 3D parfaite pour la chasse. Et surtout, des bulbes olfactifs énormes, un odorat si développé qu'il pouvait probablement sentir une carcasse à des kilomètres de distance. Ok, la puissance physique, c'est une chose. C'est impressionnant. Mais maintenant, on va aborder un aspect beaucoup plus intangible, beaucoup plus mystérieux. Qu'en est-il de l'intelligence ? Quand les cachalots communiquent, ce ne sont pas juste des sons aléatoires. Ils utilisent des séquences de clics très précises, des motifs rythmiques qu'on appelle des codases. C'est un peu comme du code morse. Et le plus fou,
C'est que chaque clan, chaque famille a ses propres codases, sa propre signature qui se transmet de mère en fille. Évidemment, ça amène la question. Est-ce que c'est juste de la communication ou est-ce que c'est un véritable langage? C'est la question à laquelle des scientifiques essaient de répondre en ce moment même. Ils utilisent des intelligences artificielles pour analyser des quantités phénoménales d'enregistrements, à la recherche d'une grammaire, d'une syntaxe, bref, la preuve qu'ils ne font pas que s'appeler, mais qu'ils se parlent vraiment. Et les indices qui penchent vers un oui sont assez troublants. Déjà, leur cerveau est 6 fois plus gros que le nôtre. C'est le plus gros cerveau qui ait jamais existé sur Terre. Ensuite, ces codas qui varient d'un clan à l'autre, ce sont de véritables dialectes, ce qui prouve qu'il y a un apprentissage culturel. Et puis il y a ça, peut-être le plus fou. Ils possèdent des neurones particuliers, des cellules fusiformes qu'on pensait réservées aux humains et aux grands singes, et qui sont liées chez nous à l'empathie, à l'amour, aux émotions sociales complexes. Ça laisse penser qu'ils ont une vie intérieure d'une richesse qu'on peine à imaginer. C'est un contraste assez terrible. D'un côté, on se bat pour déchiffrer une intelligence vivante, celle des cachalots. Et de l'autre, on est en train de perdre l'accès à la connaissance du passé. Regardez ces chiffres, c'est sans appel. Il y a aujourd'hui plus de squelettes de T-Rex importants entre des mains privées que dans les musées accessibles aux chercheurs. Chaque fois qu'un de ces fossiles est vendu à un collectionneur richissime, c'est un chapitre entier de l'histoire de la vie qui est arraché et mis sous clé. Toutes ces histoires, qu'elles viennent des profondeurs du temps ou des profondeurs de l'océan, nous ramènent finalement à une seule et même conclusion. On ne sait quasiment rien. Et l'ironie est assez tragique quand on y pense. On a failli exterminer les cachalots avec la chasse industrielle, manquant de faire taire leur voix pour toujours, et aujourd'hui, on vend aux enchères les squelettes de T-Rex, les derniers témoins de leur monde. Dans les deux cas, on risque de perdre des histoires incroyables qu'on commence à peine à comprendre. Et ce graphique, il parle de lui-même. Il résume l'ampleur de notre ignorance. On connaît mieux la surface de Mars et de la Lune que le fond de nos propres océans. Plus de 95% de ce monde sous-marin est totalement inexploré. Un mystère complet, une immense part de notre propre planète où la vie évolue en ce moment même, loin de nos yeux. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Pour chaque T-Rex qu'on déterre, pour chaque cachalot qu'on écoute, combien d'autres formes de vie, passées ou présentes, existent bien au-delà de ce qu'on peut imaginer? Combien d'autres histoires impossibles attendent tranquillement dans le noir des abysses ou les profondeurs du temps? La planète n'a clairement pas fini.